Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Maëlys. Au cas où vous étiez là hier, j'ai présenté mon parcours lors des témoignages. Voilà, je suis aussi RM biologie cellulaire au premier semestre en LAS. Et aujourd'hui, avec Aïssa, Amandine et Zachary, on va vous présenter un petit cours sur les organites, donc un petit cours de biocell. On va commencer par la première diapo. Alors, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que c'est concrètement la biologie cellulaire? Parce que j'imagine que c'est une matière que vous n'avez pas dû avoir au lycée. Vous savez peut-être pas ce que c'est. Alors, la biologie cellulaire, c'est la science qui étudie les cellules et les mécanismes moléculaires permettant leur survie et leur mort. À savoir que si vous prenez n'importe quelle cellule du corps humain et que vous l'isolez, vous la mettez toute seule, elle va mourir. Pourquoi? Parce qu'une cellule, la raison pour laquelle elle vit, c'est parce qu'elle communique avec les cellules qui sont dans ses alentours. Voilà, la biologie cellulaire, c'est avant tout l'étude de cette communication et de voilà comment ça fonctionne concrètement dans une cellule pour qu'elle vive. Ensuite, il faut savoir que les cellules, il y a une classification. En fait, il y a deux grands types de cellules. Il y a les cellules prokaryotes, donc qui par définition n'ont pas de noyau, et les cellules eucaryotes, qui elles, en l'occurrence, ont un noyau. À savoir que les organismes eucaryotes, ils peuvent être pluricellulaires et unicellulaires. À l'inverse, les organismes prokaryotes peuvent être seulement unicellulaires. Voilà, ça c'est un piège qui tombe en QCM parfois. Si vous voyez un item qui dit les organismes prokaryotes pluricellulaires, c'est faux, directement parce que ça n'existe pas. Voilà, ensuite, prochaine diapo. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou pas, parce que je ne sais pas si dans le chat, tout à l'heure ça se trouve, je parle toute seule, personne ne m'entend. Ah, nickel, super. Voilà. Alors, c'est bien beau de faire un cours sur les organites, mais c'est quoi les organites? Les organites, c'est l'ensemble des structures spécialisées et localisées dans le cytoplasme. Donc, c'est tout ce qui va permettre à la cellule de, justement, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, de communiquer avec les cellules environnantes, comment dire, attends, est-ce que on peut récupérer le diapo? Je pense que vous pourrez récupérer le diapo à la fin. Là, en attendant, on fait le cours, voilà. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, du coup, c'est tous les organites qui vont pouvoir faire en sorte que la cellule puisse bien communiquer et bien vivre comme il faut. Voilà. On va un petit peu les détailler plus tard. Notamment, oui, voilà. Prokaryotes, c'est que unicellulaire. Oui, c'est ça, tout à fait. Les prokaryotes pluricellulaires, donc avec plusieurs cellules, n'existent pas. C'est un peu un piège de QCM. Le premier organite qui n'est pas des moindres, le noyau. Alors, qu'est-ce que c'est le noyau? Le noyau, c'est le lieu de stockage de l'information génétique, à savoir l'ADN. Évidemment, il n'est présent, comme j'ai dit tout à l'heure, que dans les cellules eucaryotes. C'est-à-dire, c'est que dans les cellules eucaryotes qu'il y a clairement une délimitation entre le lieu de stockage de l'information génétique et le reste de la cellule. De quoi est composé le noyau? Parce que c'est bien beau de parler de noyau, mais de quoi il est composé, quoi? D'une matrice dans un premier temps, l'enveloppe nucléaire qui joue un rôle de barrière, encore une fois, pour isoler le matériel génétique du reste de la cellule, et d'un nucléoplasme. Un nucléoplasme, c'est un réseau de protéines insolubles, et c'est dans ce nucléoplasme que va avoir lieu la transcription. Qu'est-ce que c'est la transcription? La transcription, c'est le passage de l'ADN en ARN. À savoir que l'ADN, du coup, c'est l'information génétique, c'est une très grosse molécule, acide désoxyribonucléique. Voilà, ça fait un peu peur, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est grâce à cette molécule que la cellule, elle va pouvoir savoir qu'est-ce qu'elle fait en fait. Par exemple, c'est l'ADN qui va déterminer qu'est-ce qui différencie une cellule qu'on voit dans l'œil, par exemple, d'une cellule qu'on voit dans le myocarde, dans le cœur, ou alors une cellule de la peau. C'est l'ADN qui va déterminer, qui va faire en sorte que la cellule, elle sait comment se comporter pour bien jouer son rôle. Et en fait, l'ADN, ce qu'il va faire, c'est qu'il va coder pour des protéines qui, elles, vont faire en sorte de véhiculer tout plein de messages dans la cellule. Et en fait, le passage de l'ADN en protéines, il passe par une étape intermédiaire qui est la synthèse de l'ARN. Et c'est justement le passage de l'ADN à l'ARN qui s'appelle la transcription et qui a lieu dans le noyau. Je vais un peu vite, n'hésitez pas à me dire si c'est pas clair. Voilà. La transcription, passage d'ADN en ARN dans le noyau. Et une fois que l'ARN est synthétisé, il va sortir du noyau et aller donc dans le cytoplasme. On en est à la prochaine diapo. Ouais, c'est ça. Ok, donc ensuite, ça, c'est une diapo qui parle des ribosomes. Excision et épissage, ça tombe.
Alors, il me semble pas avoir parlé de ces deux termes, donc je pense que je répondrai à ta question plus tard. Mais oui, c'est... Ouais, ouais, c'est épissage, vous verrez ça plus tard. Mais là, c'est vraiment juste un cours pour vous faire une introduction globale à ce que c'est la cellule, qu'est-ce qu'il y a dedans, et voilà. Donc là, il y a un autre organelle qui s'appelle, enfin, les ribosomes. Ils sont plusieurs, hein, évidemment, ils sont enfin, beaucoup, beaucoup, des milliers, je pense. Ils sont présents dans le cytoplasme et dans les mitochondries. Ils peuvent être libres ou associés. Et ils permettent de faire la deuxième étape qui permet du coup de passer de l'ADN aux protéines. On a vu la transcription qui est la synthèse d'ARN à partir de l'ADN. Et là, la traduction, c'est la synthèse de protéines à partir d'ARN. Donc si on résume ce qu'on a vu depuis le début, dans le noyau, on a l'ADN qui se transforme en ARN, puis ensuite, au cours de la transcription, puis ensuite l'ARN sort de la cellule, il se transforme en protéines au cours de la traduction. J'espère que c'est clair pour vous. Je vais vous laisser avec c'est Amandine ou Aïssa, je sais plus. C'est moi, Aïssa. Ok, voilà, c'est tout pour moi. Oui, donc je vais vous parler de l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi va être constitué d'un empilement de saccules, de vésicules à proximité du noyau. En fait, c'est comme un peu comme une pile d'assiettes. On va distinguer une face qui va être trans. Donc, cette face va être tournée vers le cytoplasme, ce que vous pouvez voir en haut. Et on va avoir une face cis qui va se situer en aval du réticulum endoplasmique. Les rôles essentiels, ça va être la fonction principale surtout, ça va être de servir de lieu de transit et de réservoir pour les protéines, les lipides et tout ça qui vont être fabriqués dans le réticulum endoplasmique. Et ça va également permettre d'ajouter des modifications post-traductionnelles sur les protéines qui vont être nouvellement synthétisées. On va avoir par exemple la maturation par les glycosylations, le tri, l'adressage des protéines, leur stockage et tout ça qui vont se passer dans cet appareil. Donc on peut passer le diapo. Hop, c'est bon. Je vais vous parler du réticulum endoplasmique. Donc, le réticulum endoplasmique, ça va être un réseau formé par des tubules membranaires qui sont souvent interconnectés. Ils vont être dispersés dans tout le cytoplasme des cellules eucaryotes, donc dans des cellules nucléées, comme vous a dit Maëlys. Et ils vont subir une fragmentation lors de la mitose. Donc, cette fragmentation, ça va être modérée et ça varie selon les types de cellules, mais ça suffit juste de retenir qu'il subit une fragmentation lors de la mitose. Pour les rôles, ce que je peux vous en dire, qu'en général, ça sert pour la communication avec l'enveloppe nucléaire. Et on va avoir deux types de réticulum endoplasmique qui va être granuleux, c'est-à-dire associé à des ribosomes qui constituent les granules, ou alors lisse. Et je veux aussi rajouter que bah, non, non, en fait, c'est tout. Oui, c'est bon. On peut passer au réticulum endoplasmique rugueux. Donc, le réticulum endoplasmique rugueux va être le lieu de synthèse. C'est une membrane recouverte de cytosomes et il va y avoir la synthèse des protéines. Vous m'entendez, c'est bon ou Ok, d'accord. Donc, c'est comme je vous ai dit, ça va permettre la synthèse des protéines non cytosoliques et la maturation des protéines, donc ce qu'on a vu avec l'appareil de Golgi. Donc, les protéines, ils vont partir, ils vont être synthétisées dans le réticulum endoplasmique pour repartir dans l'appareil de Golgi et vont subir tout leur maturation et tout ça. Oui. Donc, le réticulum endoplasmique lisse va lui, participer pour sa part au métabolisme cellulaire, avec le métabolisme glucidique, la synthèse des lipides et le stockage de calcium. Ça va également permettre la détoxification de la cellule. Mais cette fois-ci, on a une absence de ribosome sur sa membrane, contrairement au réticulum endoplasmique rugueux qui lui, en avait. Alors, du coup, c'est moi qui vous fais la mitochondrie. La mitochondrie, on la retrouve dans les cellules eucaryotes. Elle a un rôle de production et de stockage de l'ATP, donc par exemple lors de la glycolyse, la bêta-oxydation, le cycle de Krebs ou les chaînes respiratoires.
Elle permet aussi la synthèse de métabolites, la régulation du calcium, ou elle a un rôle aussi dans l'apoptose. On peut voir que la mitochondrie est limitée par deux membranes, la membrane interne et la membrane externe, et on retrouve deux espaces, l'espace intermembranaire et la matrice mitochondriale. Une petite remarque, la mitochondrie a son propre génome, il est circulaire et à double brin. Et la transmission du génome se fait exclusivement par la mère. Je me permets juste de prendre la parole 2 secondes avant que Zachary passe à sa diapo. Mais il y a une question. Que signifie l'ATP? L'ATP, c'est adénosine triphosphate, pardon, comme l'a bien dit Chloé, et c'est la molécule de l'énergie, en fait. C'est en gros, l'énergie est sous forme d'ATP dans la cellule. Vous allez apprendre ça. Comment est-ce qu'on fait pour synthétiser de l'ATP à partir de sucre, de glucose, tout ça. Voilà, c'est ça. Et ensuite, l'apoptose, c'est quoi? L'apoptose, ben voilà, on a répondu à ma place. La mort programmée de la cellule, c'est ça. C'est ça, Sarah. Du coup, je vais laisser la parole à Zachary. Et j'en profite pour préciser, c'est moi qui ai partagé mon diapo. Donc, si, que ce soit Zachary ou encore Amandine, je crois que tu reprends la parole après. Si vous avez besoin de changer les diapos, n'hésitez pas à me le dire, parce que je crois que vous ne pouvez pas le faire. Oui, pas de souci. Ok, ça marche. Ok. Du coup, moi, c'est Zachary, je vais vous faire le cours sur le cytosol. Donc voilà. Donc le cytosol, en fait, c'est le cytoplasme de la cellule auquel on va enlever tous les organites. Donc c'est-à-dire que voilà, vous enlevez le noyau, la mitochondrie, tout ça. Et du coup, votre cytosol, il est limité par la membrane plasmique de votre cellule. Donc sa composition, c'est à peu près 85% d'eau, mais ça a une viscosité qui reste supérieure à l'eau. Et donc, il a un pH qui est neutre. Donc, à l'intérieur, en fait, on va retrouver plein d'ions, de molécules organiques, donc des protéines, des lipides, etc. Vous avez aussi des vésicules lipidiques ou de glycogène. Et aussi, vous allez avoir des structures macromoléculaires, donc par exemple le ribosome qui permet la synthèse des protéines ou le protéasome qui permet du coup la dégradation des protéines. Et donc, les fonctions du cytosol, elles sont assez enfin, il y en a beaucoup, mais c'est assez difficile de le dire. Mais en fait, on parle beaucoup d'un carrefour métabolique pour le métabolisme de la cellule. Donc, en fait, c'est dans le cytosol que va y avoir lieu plein de mécanismes métaboliques de la cellule. Par exemple, vous connaissez sûrement la glycolyse, etc., la traduction des protéines. Voilà, ça se fait dans le cytosol. Et c'est aussi le lieu parcouru par les réactifs échangés entre les organites, parce que entre les organites, une cellule, elle va communiquer, et donc voilà, c'est le lieu d'échange où va se faire tous ces transferts. C'est aussi, du coup, comme je le disais, le lieu des stockages des vésicules, donc que ce soit de glycogène ou de triglycérides. Donc ça, c'est plutôt des vésicules qui sont à visée énergétique pour la cellule. Et dernier point aussi, c'est le lieu de la transduction des signaux. Donc, en fait, on parlera de cascade de phosphorylation. En fait, quand la cellule elle reçoit un signal, donc avec un ligand et un récepteur, ça va entraîner toute une cascade de phosphorylation, une réponse métabolique qui va se transmettre en partie dans le cytosol, mais pas que, mais elle va passer dans le cytosol. Et donc, tu peux passer à la slide d'après. Voilà, le cytosquelette. Donc, le cytosquelette, donc comme notre organisme, on a un squelette. Hein. La cellule, elle a aussi son squelette qui lui est propre. Du coup, c'est pour ça qu'on parle de cytosquelette. Par contre, contrairement à notre corps, c'est quand même une structure qui est très dynamique. Elle est en perpétuel remaniement. Ça veut dire que elle bouge tout le temps, elle se reconstruit, elle se détruit. Ça bouge tout le temps. Et elle est composée de trois grandes composantes. Donc, vous avez les trois là sur la slide. Donc, vous avez les microfilaments d'actine en bleu, qui sont vraiment les plus petits en termes de diamètre. Voilà, ils font 7 nanomètres et ils sont situés sous la membrane plasmique, sous de la forme d'un cortex membranaire. Donc tout le pourtour de la membrane, vous avez des microfilaments d'actine. Et il y en a aussi qui sont disposés en fibres de tension de part et d'autre de la cellule. Voilà, c'est des fibres qui sont en tension. Donc on verra après qu'elle a un rôle parce que les filaments d'actine, ils ont une fonction notamment pour pour faire bouger la cellule, voilà. Pour les mouvements de la cellule, parce que ça paraît bizarre, mais bon, une cellule, ça bouge, etc. C'est pas immobile. Ensuite, un autre feuillet, une autre composante du cytosquelette, c'est les filaments intermédiaires, qui sont très variables en fonction des types cellulaires. C'est-à-dire que c'est difficile de vous
énumérés comme ça, mais par exemple, dans la cellule épithéliale, donc votre peau, par exemple, il y a plein de, enfin, les filaments intermédiaires, c'est des cytokératines. Et par exemple, dans le tissu nerveux, il n'y a pas de cytokératine, c'est différent. Et enfin, la dernière composante des microtubules, enfin, la dernière composante du cytosquelette, pardon, c'est les microtubules, qui eux sont très épais, enfin, c'est les plus épais de la cellule. Ils font environ 25 nanomètres de diamètre. Et alors, ils ont plusieurs rôles, mais notamment, ils vont être impliqués dans le trafic intracellulaire. Donc, par exemple, le transport des vésicules, même le transport des organites, etc. Et ils servent aussi à la formation du fuseau mitotique que vous connaissez sûrement pendant la mitose. Et tu peux changer de slide. Donc ensuite, les endosomes. Donc un endosome, c'est quoi en fait? Quand il y a une endocytose, donc c'est en gros c'est l'invagination de la membrane plasmique. Une invagination, je sais pas si vous savez ce que c'est. En gros c'est quand la membrane plasmique elle va entre guillemets, enfin la cellule quand elle va vouloir manger entre guillemets le milieu extracellulaire, elle va invaginer sa membrane plasmique, c'est-à-dire elle la fait rentrer sur elle-même, ce qui permet du coup à la formation d'un endosome, du coup. Ça forme une vésicule qu'on appelle l'endosome. Et ce contenu de la matrice extracellulaire, il va être digéré dans la cellule par un autre organite qu'on va voir juste après, c'est le lysosome. Mais en gros, l'endosome, dès qu'il va être créé, on parle d'endosome précoce. Et donc ça, c'est juste après l'endocytose. Et puis après, il va y avoir une maturation de l'endosome. Donc il va donner un endosome tardif qui va fusionner après avec le lysosome et donner l'endolysosome, qui serviront à la dégradation du contenu de l'endosome. Et ça, je vais en parler pour euh, le lysosome. Donc si tu peux changer la slide, s'il te plaît. Ouais, voilà. Donc, parce qu'en fait, le lysosome, c'est un organite qui permet la digestion du contenu de l'endosome, comme on a vu, pas que, mais par exemple, ça permet la digestion du contenu de l'endosome. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est les éboueurs de la cellule, parce qu'ils ont un rôle de dégradation, en fait. Donc, ils sont dans les lysosomes, vous en retrouvez plein dans le cytosol, et ils ont la particularité, en fait, de contenir à l'intérieur un pool d'enzymes qu'on appelle les hydrolases acides. En gros, c'est des enzymes qui vont fonctionner à pH acide. C'est pour ça que vous avez un pH de 5 à l'intérieur du lysosome, alors que dans le cytosol, c'est un pH qui est neutre. Et donc, toutes ces hydrolases acides, elles vont être capables de tout digérer dans la cellule. Donc, elles peuvent digérer des protéines, des lipides, des ARN, elles peuvent tout digérer. Et la dégradation du coup des molécules endocytées, ça va donner plein d'unités monomériques. Donc par exemple, une protéine qui va être hydrolysée par les hydrolases acides, par des peptidases, etc., elle va donner plein d'acides aminés, etc., qui vont permettre à la synthèse de nouvelles protéines. Donc voilà, ça permet en fait à la cellule de réutiliser les composés qui ne sont plus fonctionnels. Par exemple, une protéine qui a été mal conformationnée, donc je ne sais pas si encore vous savez qu'est-ce que c'est, mais en gros, les protéines, elles ont une conformation 3D. Et si elle est mal repliée sur elle-même, elle va être hydrolysée par le lysosome. Mais donc, je disais aussi que le lysosome, enfin, le lysosome, il ne dégrade pas que les endosomes, parce qu'il peut aussi dégrader des propres organites. Donc ça, c'est un mécanisme dont je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est un autre mécanisme, c'est l'autophagie. Donc par exemple, un lysosome peut très bien dégrader une mitochondrie à part entière pour en faire une nouvelle qui fonctionnera mieux. Donc voilà, pour le lysosome. Alors, pour les peroxysomes, c'est des organites très petits et nombreux, surtout dans le foie et le rein, enfin les reins. Ils ont une seule membrane et sont présents dans toutes les cellules eucaryotes. Ils ont un rôle de détoxification des cellules, donc surtout via enfin, détoxification de l'alcool, des acides gras, par la synthèse de peroxyde d'hydrogène, donc H2O2, qui est toxique pour les cellules. Voilà. Alors attendez, donc du coup, c'est moi qui fais la suite. Et je viens de voir qu'il y avait une question. Enfin, après, on regardera. C'est quoi une molécule endocytée? En fait, l'endocytose, je sais pas du coup si tu as pu comprendre. L'endocytose, en gros, c'est l'inverse de l'exocytose. Donc, c'est endo, ça veut dire à l'intérieur. Et cyte, c'est une cellule. Donc, en gros, c'est un mécanisme qui permet
voilà, de faire rentrer. Ah oui, pardon, j'avais pas vu que que tu avais répondu à ça. Bref. Donc les vacuoles, donc je vois en fait le truc sur les vacuoles, faut que vous sachiez qu'en fait la vacuole c'est un organite de la cellule végétale. Donc je sais pas trop pourquoi c'est dans la slide parce que le prof, moi l'an dernier, il me semble pas que le prof en a parlé, mais bref. Donc le vacuole, c'est un organite de la cellule végétale qui sert notamment à stocker, enfin c'est une réserve énergétique, donc ça stocke les nutriments, ça maintient l'homéostasie de la cellule végétale, etc. Parce que, enfin, c'est pas très important, mais la cellule végétale pour grandir, elle a besoin de la vacuole. Enfin bref. Donc tu peux changer pour la vacuole. Ça, voilà, la membrane plasmique. Donc bon, la membrane plasmique, par contre, ça vous connaissez sûrement. Donc c'est la structure qui délimite la cellule entre le milieu intra et le milieu extracellulaire. Mais vous allez voir quand même que c'est beaucoup plus important que ça, hein. Ça a plein de fonctions. Et il faut comprendre que cette membrane plasmique, elle est composée d'une bicouche lipidique. Donc en fait, c'est quoi une bicouche lipidique? En gros, c'est une couche de deux lipides. Comme vous voyez sur le schéma là, vous avez deux sortes de feuillets bleus. Donc ça, c'est des lipides qui sont organisés en bicouches. Et en gros, c'est quoi l'intérêt de ça, c'est que l'eau ne passe pas à travers cette membrane plasmique. C'est-à-dire que le milieu extracellulaire, c'est de l'eau, le milieu intracellulaire, c'est de l'eau. Enfin, on s'est compris, c'est beaucoup d'eau, quoi. Euh, et pour qu'il y ait un marquage entre ces deux milieux, il faut qu'il y ait un endroit où ça ne passe pas l'eau. Et comme vous savez, l'eau, c'est hydrophobe, ça ne passe pas les composés lipidiques. Donc, c'est pour ça que vous avez cette bicouche lipidique. Ensuite, du coup, pour les rôles de la membrane plasmique, donc c'est pas une simple barrière comme je viens de le dire, hein, ça a plein d'autres rôles. Ça, en fait, on parle vraiment d'une surface active qui est dynamique, c'est-à-dire que tous ces lipides, ils vont bouger, même les protéines qui sont enchâssées dans les lipides, elles vont bouger constamment. C'est très dynamique et ça permet notamment les échanges entre les cellules. Donc, c'est pour ça qu'on vous a parlé d'absorbance, je suppose. Mais ça a un rôle aussi dans la transduction du signal. Donc en gros, c'est-à-dire quand donc vous savez sur les protéines, vous avez des récepteurs transmembranaires. Donc c'est des récepteurs qui passent à travers la membrane auquel un ligand va se fixer et donc ça peut engendrer une transduction du signal. Et aussi, la membrane plasmique, c'est pas écrit sur cette slide, mais c'est pas à oublier quand même, ça permet la cohésion entre les cellules. Enfin, si ça c'est écrit, mais c'est aussi que je voulais vous le dire, c'est que ça permet la liaison avec la matrice extracellulaire. Donc, c'est quand même important de savoir que ça permet la liaison entre les cellules. Donc, il y a des protéines pour ça, mais ça permet aussi la liaison de la cellule à la matrice extracellulaire, voilà, pour pas qu'elle soit abandonnée. Donc, pareil, il y a des protéines pour ça. Et donc, pour la transduction du signal, je pense qu'on a un peu le temps, je vais le faire très rapidement. En fait, voilà, c'est quand un ligand il va se lier à son récepteur. C'est comme je disais enfin, tout à l'heure au niveau du cytosol. Ça va induire une cascade de phosphorylation avec plein de mécanismes cellulaires que vous verrez en fait en biocell plus profondément. Et voilà, donc ça c'est permis par le récepteur, mais aussi en soi par la membrane plasmique parce que ce récepteur est enchâssé dans la membrane plasmique. Voilà, tu peux changer. Et donc le système endomembranaire, donc en fait, on en a un peu parlé avant, mais en fait, en gros, c'est l'ensemble des membranes internes de l'organisme, parce que euh, donc il va avoir un rôle en fait de délimiter l'ensemble des compartiments cellulaires, parce qu'en fait, tous les organites qu'on vous a énumérés là depuis tout à l'heure, tous ils sont composés d'une membrane, un peu comme la membrane plasmique, pas forcément la même composition, mais ils ont tous une membrane avec des lipides, etc. Et donc, le système endomembranaire permet voilà, de délimiter un peu tous ces différents compartiments parce que c'est l'ensemble des membranes internes de la cellule. Donc, en fait, il est composé C'est pour ça que je disais qu'on en avait un peu parlé avant parce qu'en fait, le système endomembranaire, c'est assez vaste. C'est composé du réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux qui, lui, est en continuité avec l'enveloppe nucléaire du noyau. Il est aussi composé du réticulum endoplasmique lisse, de l'appareil de Golgi, des lysosomes et des vésicules de transport des protéines qu'on va synthétiser. Enfin, dans l'appareil de Golgi, voilà, il synthétise des vésicules de transport avec des protéines. Tout ça, ça fait partie du système endomembranaire. Et aussi, il faut savoir que le système endomembranaire, il est en continuité avec la membrane plasmique, il est en relation avec la membrane plasmique.
Par exemple, lors des endocytoses ou des exocytoses des vésicules, voilà, il y a une continuité avec la membrane plasmique. Mais il faut se retenir que la membrane plasmique, elle fait pas partie du système endomembranaire. Voilà. Voilà pour moi, je crois. Bon, bah, nickel. Du coup, si vous avez des questions par rapport au cours, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va faire en sorte de répondre en même temps. Et en fait, on a une petite série de QCM à vous proposer avec des corrections. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage de cette diapo. Je crois que c'est bon. Je vais essayer de mettre la diapo des QCM. Voilà, nickel. Vous allez avoir une série de 5 items pour chaque QCM. On va vous laisser à peu près 1 minute pour répondre dans votre coin et réfléchir. Et ensuite, il y aura la diapo correction. Comme ça, on pourra tous corriger ensemble. Encore une fois, si vous avez des questions, que ce soit par rapport au cours ou par rapport au QCM, n'hésitez pas. Ah oui, quand même, bah ouais. C'est même pas par rapport à ça que tu dis ça. Non, si, c'est bon que c'est par rapport à ça. Oui, du coup, voilà. Bon, bah, je vais commencer avec. Attends, 2 secondes, il y a une question. Pour l'enveloppe nucléaire, ouais, ça fait partie du système endomembranaire. Du coup, là, vous avez à peu près 1 minute. À peu près le temps que vous êtes censé mettre, je crois, pour répondre au QCM. Et voilà, je vous laisse répondre, je vous laisse réfléchir. Non, réponds pas dans le chat parce que sinon tu vas donner la réponse à tout le monde. Mais réponds dans ton coin, enfin, genre réfléchis, note les réponses sur une feuille si jamais. Et ensuite, une fois qu'on va corriger, tu verras si tu as juste ou si tu as faux et tu pourras compter tes points. D'ailleurs, je sais pas s'il y a eu un petit point sur la notation. N'hésitez pas à me dire. Non, c'est un cours de première année, mais c'est normal que tu rien capté dans la mesure où c'est nous qui avons fait le cours. Et quand tu lis le cours toi-même, c'est toujours très différent la manière de percevoir les choses. Et surtout, bah, on a allé un peu, comment dire, on a survolé pas mal de trucs. Donc quand tu verras le cours toi-même et que comment dire, tu prendras bien le temps de tout lire, ça ira mieux, j'en suis persuadée. Je me permets de reposer la question pendant que vous réfléchissez. Est-ce que vous avez eu un point sur la notation, comment vous êtes noté dans les QCM et comment vous pouvez compter vos points? Non. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est que si vous avez... alors, ok. En gros, le QCM est divisé en 5 items, donc A, B, C, D, E. Si votre item est juste, vous avez plus 0,2. S'il est faux, vous avez moins 0,1. Voilà. Et si vous avez tellement d'items faux que ça fait une note en dessous de 0, et ben ça compte pas comme en dessous de 0, ça revient à 0. Admettons, si vous avez 5 items qui sont faux, vous n'avez pas moins machin. Vous avez juste 0, quoi. Je sais pas si je suis claire. C'est punitif de fou, bah oui, c'est c'est connu pour ça, malheureusement. Du coup, je pense qu'on va corriger. Voilà, si les items faux, c'est moins 0,1, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est plus 0,2 pour les items vrais et moins 0,1 pour les items faux. Et si vous avez... enfin, en fait, ça revient à 0. Vous pouvez pas avoir de note négative. Par exemple, si vous avez un QCM où vous avez tout faux, donc vous auriez moins 0,5, et qu'il y en a un où vous avez tout juste, vous avez... je me suis perdue dans mes calculs. Bref, en gros, globalement, ça revient à 0. Ok, donc on va corriger. Euh, Alors, est-ce qu'il y en a un qui pourrait prendre la parole ou alors qui a une idée de quelle réponse pourrait être vraie ou fausse, les items plutôt? Je vous laisse prendre la parole ou monter dans le chat, pardon. C'est vrai. Mhm, ok. La A, elle est vraie. Ok, on va voir la correction du coup. Il n'y a que la D qui est vraie. Donc là, j'imagine que vous devez avoir des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Pourquoi est-ce que les cellules prokaryotes, pourquoi est-ce que la première, elle est fausse? Parce que les cellules prokaryotes, encore une fois, n'ont pas de noyau. C'est la définition des cellules prokaryotes. Les cellules eucaryotes seulement ont un noyau.
La D, c'est pas localisé dans le cytosol. Alors si, mais en fait, le cytosol, c'est la même chose que le cytoplasme, en fait. C'est juste que bah, dans le cytoplasme, les organites sont pris en compte. Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est l'inverse ou... Il me semble que c'est ça. Mais en gros, cytosol, cytoplasme, c'est la même chose. Oui, oui, c'est Pour- ça. Pourquoi la B est fausse? Alors, le noyau des cellules prokaryotes est entouré d'une membrane phospholipidique. Non, parce que les prokaryotes n'ont pas de noyau. Eh oui. En fait, c'est grave la spécialité des profs en médecine, je trouve en tout cas. Ils aiment bien faire le début de la phrase vraie et ensuite c'est faux. Mais dès que vous voyez que le début c'est faux, vous mettez faux. Pourquoi la C est fausse? Alors, le noyau des cellules eucaryotes est entouré d'une membrane protidique. Non, parce que c'est une membrane phospholipidique. Elle n'est pas protidique. Donc c'est faux. Donc là, alors, pour répondre à Lou, si tu as D de juste et E de faux, et le reste, du coup, t'as répondu ou pas? Bah, en fait, si tu as une faute et que tu as répondu à toutes les questions, ça te fait plus 0,2 fois 4 et moins 0,1. Donc, ça te fait 0,7. Je sais pas si... bon. Non, du coup, l'item B, il est faux. Je sais pas, RB. Oui, c'est comme ça que... Ok, oui, RB. Non, du coup, l'item B est faux parce que c'est une membrane protidique et membrane phospholipidique, c'est pas la même chose. Donc, la C, elle est comptée fausse. Et pour la B, elle est fausse aussi parce que c'est... Bah non, attends, je me suis trompée. Non, non, la B est fausse parce que justement, c'est une membrane... Non, ah, je me suis embrouillée. Non, alors, je refais parce que je suis pas claire quand je parle. La B, elle est fausse parce que il y a marqué le noyau des cellules prokaryotes et que les cellules prokaryotes n'ont pas de noyau. Et la C, elle est fausse parce qu'il y a marqué membrane protidique et que c'est membrane phospholipidique. Voilà. J'espère que je suis plus claire parce que vraiment, voilà. Ensuite, la E, elle est fausse. Amandine, voilà, c'est ça. Dans les QCM, on n'a qu'une réponse à mettre. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux mettre vrai ou faux, ou alors tu peux décider de ne pas répondre si vraiment tu n'as aucune idée de ce que c'est la réponse. Mieux vaut ne rien mettre que de mettre un truc où tu n'es pas sûr, parce que bah, si tu perds moins 0,1, ça peut être dommage. Donc voilà. Dorian, alors Dorian, la D, elle est vraie dans tous les cas, que tu remplaces cytoplasme par cytosol. Euh, voilà, c'est ça. Et ça a bien répondu. Alors j'espère que vous avez plus de questions pour ce premier QCM, parce qu'on va passer au second. Euh, Attendez, je crois qu'il y a des questions. Si on répond pas, on perd pas de points. En fait, si tu réponds pas à ton item, tu as 0. En fait, si tu réponds à l'item mais qu'il est faux, tu as moins 0,1. Si tu réponds à l'item mais qu'il est vrai, tu as plus 0,2. Et si tu réponds pas, tu as 0. Donc voilà. En gros, tu perds pas de points, quoi. Ok. Alors, on va passer au prochain QCM. Oui, donc il y a encore une petite slide pour vous montrer que ce qui est important, c'est de connaître bien les définitions de eucaryotes et prokaryotes pour bien savoir bah, enfin, que eucaryote, il y a un noyau et prokaryote, il n'y a pas de noyau. Ensuite, organisme unicellulaire, pluricellulaire, pardon, tout ça, tout ça. Ensuite, QCM2, je vous laisse réfléchir. On n'a plus trop de temps pour les QCM parce qu'il reste que 20 minutes, donc on va déjà commencer à corriger celui-là. Si vous avez des idées de quel item pourrait être vrai ou faux, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et je vais mettre les réponses visibles. J'espère que c'est pas trop rapide, mais d'un côté, on n'a plus trop de temps. Alors, roulement de tambour, suspense. Hop, assez, réponse vraie. Donc, bien joué, Ilona. Et je crois que c'est tout. Nucléole, c'est pareil que nucléoplasme. Nucléole, c'est pareil que... Bah, plasme, ça reste un... Moi, enfin, je vois pas vraiment de différence. Je laisse les autres tuteurs répondre. Peut-être que je dis des bêtises, mon Dieu, la honte.
Euh, Hop, moi. Alors, une double bicouche lipidique ininterrompue par des pores afin de permettre les échanges. Bah, un double bicouche lipidique, c'est vrai que c'est curieux. C'est une bicouche lipidique. C'est vrai que je suis confuse. C'est vrai qu'il y a vraiment marqué bicouche lipidique pour le coup dans le cours. Donc bon, la A, enfin, je vais me renseigner. Je vous dirai plus tard. Bah, je sais pas, je répondrai si jamais sur Tuto Web si vous avez des questions sur le comment dire sur le forum. Mais c'est vrai que double bicouche lipidique, ça peut porter à confusion, pardon. Donc la A, ouais, elle est marquée vrai. Bon, on va dire que c'est vrai, mais bon, bizarre. Ensuite, la B, le noyau est seulement visible en mitose. Alors c'est faux. Il est tout le temps visible. Et si jamais on vous pose pardon, une question comme ça, c'est que les chromosomes qui sont visibles en mitose. Pardon. Les canaux sont considérés comme des pores. Euh, oui, oui. C'est des questions qui Juste, sont déjà tombées. Pardon, je vais couper la revenir parole à juste sur quelqu'un. un truc. Oui, Oui, dites pas, parce que hein. vous avez dit que le cytoplasme, c'était un synonyme du cytosol, mais pas du tout. C'est Non, genre non, le oui, 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 cytoplasme, t'as c'est le raison. cytosol plus les organites. C'était Oui, juste oui, pour le c'est dire. bon. Oui, c'est bon. Je l'ai rectifié sur le chat, c'est bon. Ah, ok. Merci de ta remarque, effectivement. Euh, ensuite, le nucléoplasme contient la matrice nucléaire et un vaste réseau de protéines insolubles appelé pré-traitement. Bah, ça, c'est vrai. Pas grand-chose à dire. C'est marqué dans le cours. Je ne comprends pas pourquoi après traitement de l'item C. Après traitement. Bah, après traitement. Bah, franchement, je sais. Effectivement, je sais pas trop ce que ça apporte à l'item. Après, globalement, si tu vois dans un item qui est marqué le cytoplasme, le nucléoplasme, pardon, contient la matrice nucléaire qui est un vaste réseau de protéines insolubles, c'est vrai. Après traitement, je pense pas que ce soit quelque chose qui apporte plus d'informations à l'item. Donc voilà. Alors, ensuite, l'item D, le nucléole est le lieu de traduction des ARN messagers. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi c'est faux? Non, parce que c'est le lieu de la... En fait, le nucléole, c'est le lieu de la transcription de l'ADN en ARN. C'est le cytosol ou le cytoplasme. Dans ce cas-là, je pense qu'on peut utiliser les deux termes de la même manière, qui est le lieu de la traduction des ARN messagers, du coup. J'espère que c'est plus clair. Effectivement, oui, il n'y a pas de traduction dans le noyau. Ensuite, pour la question E, la traduction réalisée par les ribosomes est intranucléaire alors que la transcription nécessite une sortie de l'ARN du noyau. Est-ce que quelqu'un a compris pourquoi elle est fausse? Ouais, c'est ça. En gros, vous avez à peu près tous juste dans le chat. La traduction, elle est réalisée par les ribosomes, oui, et elle est intranucléaire, non. Elle est extranucléaire. Elle est dans le cytosol ou cytoplasme. Encore une fois, dans ce cas-là, je pense qu'on peut utiliser les termes de la même manière, même si, encore une fois, c'est pas la même chose. Enfin, il y a une subtilité. Alors que la transcription nécessite la sortie de l'ARN du noyau. Bah non, du coup, oui, c'est ça, c'est inversé. Voilà, donc vous avez tous bien compris, c'est trop chouette. Non, prochain QCM, faut qu'on aille vite. Parce que, alors oui, là, bon, les points importants à retenir, traduction, transcription, échange, nucléole, tout ça, c'est ça des points à revoir. De toute façon, vous aurez les diapos qui seront à votre disponibilité pour réviser si jamais. Et également, vous avez la librairie du TAT pour regarder les cours de l'an dernier. On va passer au QCM 3. Encore une fois, je sais, je ne laisse pas beaucoup de temps, je suis désolée, mais là, il faut vraiment qu'on speed. Il me semble qu'on a encore pas mal de QCM. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de quel item pourrait être vrai ou faux? N'hésitez pas à le mettre encore une fois dans le chat et je vais mettre les réponses juste après.
Ok, B c'est vrai, c'est vrai, reste faux, c'est des vrais. B et E, on a des réponses totalement différentes. On va voir ça, suspense. Hop, B, C, E, qui sont vrais. Alors, question A. Les ribosomes sont uniquement présents chez les eucaryotes. Ben là, il n'y a rien à comprendre en fait. Les ribosomes, ils sont présents chez les eucaryotes et chez les prokaryotes. Voilà, puisque rien n'a dit dans le cours qu'ils n'étaient pas présents chez les prokaryotes. Donc voilà. Celle-là, elle est fausse. Ensuite, les ribosomes sont présents dans les mitochondries. Effectivement, la B, elle est vraie. Parce que c'est aussi marqué dans le cours, en fait. C'est pas des mythoribosomes. Alors, honnêtement, je n'ai jamais entendu ce terme, mythoribosome. Oui, moi non plus. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que les ribosomes, ils se trouvent dans le cytoplasme, la membrane du réticulum endoplasmique, la membrane nucléaire et les mitochondries. C'est tout. Voilà. Mythoribosome, je pense que c'est une contraction entre ribosome mitochondrial. Je vois que ça, mais sinon, honnêtement, je n'ai jamais entendu ce terme. Donc, ensuite, la question C, enfin l'item C, la glycosylation a lieu dans le Golgi. Alors là, bah, encore une fois, il n'y a rien à comprendre, c'est vrai, c'est marqué dans le cours. Amandine, il me semble, vous l'a dit, ou peut-être que c'est Zachary ou Aïssa, je sais pas. En tout cas, c'est pas moi. Donc voilà, c'est vrai. Mais il y a de la glycosylation dans le RER aussi. Non, la glycosylation, c'est dans le Golgi. Et même si elle a aussi lieu dans le RER, bah, tant qu'il y a marqué Golgi, il y a marqué Golgi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça reste vrai. Donc, moi, je mettrais vrai quand même. Et ensuite, glycosylation, c'est pas... Ouais, bon. Globalement, il y a eu... En fait, vous répondez en même temps que je lis, donc voilà. Il y a des réponses justes dans le chat. Euh, alors ensuite, les modifications apportées par le Golgi sont co-traductionnelles. Elle est fausse. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi elle est fausse? Ouais, c'est post-traductionnel, oui, effectivement. Parce que c'est après la traduction, vu que c'est les modifications des protéines. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu la traduction qui a été faite. N'hésitez pas à me dire, Aïssa, Amandine ou Zachary, si je dis des bêtises, c'est très possible. Mais là, pour l'instant, je pense que ça va. Ensuite, l'item E, le Golgi et le réticulum endoplasmique sont fragmentés en mitose. En fait, elle est vraie. Pareil, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui a été dit dans le cours, donc voilà. Ouais, je suis en train de voir que les questions ont été répondues dans le chat. Encore une fois, modification co-traductionnelle. Ben, en gros, ça voudrait dire que ce seraient des modifications qui ont lieu en même temps que la traduction. Or, puisque c'est des modifications des protéines, vu que c'est la maturation des protéines, bah, ça veut dire que c'est après la traduction, quoi. Vu que la traduction, c'est la transformation de l'ARN messager en protéines. Je sais pas si je suis claire. Donc, on en a fini pour le QCM 3. Encore une fois, il y a sûrement une diapo avec, voilà, c'est ça, les points importants. Donc, localisation de béribosome, cytoplasme, membrane du réticulum endoplasmique, membrane nucléaire, mitochondrie. Voilà, enfin, rôle de l'appareil de Golgi sur les protéines et lipides, maturation, encore une fois, des protéines. C'est pour ça que c'est pas co-traductionnel, pardon, mais bien, euh, comment on appelle ça, post-traductionnel. Maturation, voilà, glycosylation, tri et adressage. Et ensuite, oui, voilà, les points importants, localisation des ribosomes, modification apportée dans le Golgi. Enfin, voilà, globalement, je pense que vous savez lire. Passons au QCM 4, sachant qu'il nous reste beaucoup de temps et qu'on a encore pas mal de QCM. Alors, est-ce que vous avez une idée de quel item pourrait être vrai ou faux? DE reste faux. Vrai. Tout vrai, ok. Tout vrai, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare. BDE vrai. BE, globalement, ceux qui reviennent le plus, c'est BE. Alors, on va voir si vous avez raison. Là, vous avez raison, vous êtes trop fort.
Ok, il y a aussi la réponse D, donc on va faire petit à petit. Euh, Question A. Le réticulum endoplasmique granuleux synthétise des protéines cytosoliques. Est-ce que quelqu'un, pardon, sait pourquoi est-ce que c'est faux? Ouais, voilà, c'est ça. C'est les protéines non cytosoliques. Donc c'est faux. Ensuite, item B, le réticulum endoplasmique granuleux permet la maturation des protéines. Alors là, encore une fois, c'est vrai et il n'y a rien à comprendre, c'est marqué dans le cours. C'est le rôle du réticulum endoplasmique granuleux. Voilà. Ensuite, le réticulum endoplasmique granuleux agit dans le métabolisme lipidique. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi c'est faux? C'est ça. C'est le réticulum endoplasmique lisse qui se charge enfin, qui agit en tout cas dans le métabolisme lipidique. Donc voilà. Je suis en train de regarder vite fait les réponses dans le chat pour voir si vous avez les réponses à tout. Aïssa est à l'affût, ce que je vois. Ensuite, j'en étais où? L'item D, il me semble, le réticulum endoplasmique lisse a un rôle de détoxification. Vrai. Voilà. J'attendais une réponse dans le chat, mais c'est juste vrai en fait. Donc pareil, voir les cours. C'est pas le seul, mais c'est détoxification, voilà. Ensuite, l'item E, le réticulum endoplasmique lisse a un rôle important pour le stockage du calcium. C'est vrai aussi. Voilà. Rien à comprendre encore une fois. C'est marqué dans les diapos dans le cours et vous allez avoir ça dans vos cours, avoir dans la librairie du TAT encore une fois, puis vous verrez dans les capsules vidéo. Donc, on va passer rapidement là-dessus. Quels sont les points importants? Le rôle du réticulum endoplasmique granuleux, il synthétise les protéines non cytosoliques, voilà. Attention, et non pas cytosoliques, du coup, vu que c'est non cytosolique. Maturation des autres protéines. Le rôle du réticulum endoplasmique lisse, la synthèse lipidique, le métabolisme glucidique, le stockage du calcium, la détoxification, pardon, de la cellule. Voilà, voilà. Ensuite, QCM5. Vous répondez dans le chat avant que je demande la question, donc c'est bien. À votre avis, quels sont les items vrais? Ça va aller plus vite parce que si vous dites vrai et faux, après c'est pénible. Mais ouais, B, C, D, ça met à peu près tout le monde d'accord. Il y a quand même B, D. On va voir ça. B, C, D, voilà. Bah, vous êtes des machines en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait court? Non, je rigole. Du coup, on va faire petit point par petit point. Enfin, item par item, pardon. Les prokaryotes possèdent des mitochondries. Alors, c'est faux. C'est ouais, c'est faux. Tu veux c'est pourquoi c'est faux? Bah, ouais, bah, parce que c'est que dans les cellules. Ouais, bon, voilà, c'est ça, c'est que dans les cellules eucaryotes, effectivement. Ensuite, l'item B, les mitochondries permettent la phosphorylation oxydative via le chat qui est le cycle de Krebs à partir des glucides et des lipides. Il y avait le chat qui cachait la phrase. Donc ça, ben, encore une fois, c'est vrai, hein, marqué dans le cours, dans la slide mitochondrie, j'imagine. Donc voilà, rien à comprendre. Ensuite, item C. Les mitochondries jouent un rôle dans la mort cellulaire par apoptose. Ça, encore une fois, c'est vrai. Voilà, je passe un peu vite parce que c'est encore une fois, c'est du par cœur, il n'y a rien à comprendre. D. Le cytosol et le cytoplasme dépourvu des organites. Voilà. Là, au moins, on sait, on sait la différence entre cytosol et cytoplasme, c'est ça. En fait, cytosol, c'est sans les organites et cytoplasme, c'est avec les organites. Donc, c'est vrai. Ensuite, le cytosol est 4 fois plus visqueux que l'eau et il est composé de 15% d'eau et a un pH neutre. Un QCM assez conséquent. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi il est faux? 85% d'eau, ouais, c'est ça. Le pourcentage d'eau est bien plus élevé que ça. Dites-vous que 15% d'eau, c'est quand même très très peu. Et, euh, et voilà, donc effectivement, c'est faux, Oui. vous avez la réponse. Donc, par rapport au Attends, il point, y a une question dans le chat, pH 5. Alors, le cytosol, tu as un pH qui est de 7, mais tu confonds en fait avec le lysosome
qui a un pH de 5. À l'intérieur du lysosome, c'est pH 5. Mais sinon, du coup, c'est bien un pH neutre dans le cytosol. Voilà. Du coup, maintenant que j'espère que c'est clair pour vous ce QCM-là, parce qu'on va passer. Quels sont les points importants à retenir? Encore une fois, le rôle de la mitochondrie, donc la production et stockage d'énergie avec cycle de Krebs, donc c'est ce qui permet de produire de l'ATP. Donc l'ATP, c'est la molécule d'énergie de la cellule. Phosphorylation oxydative, bon ça vous verrez ça plus tard. Synthèse métabolite, régulation et stockage du calcium, mort cellulaire par apoptose, bon ça on l'a vu dans les QCM. La composition du cytosol, voilà, 85% d'eau, donc bien plus important que 15%. 4 fois plus visqueux que l'eau, pH neutre. Voilà, donc ça, on l'a vu dans les QCM. QCM 6 maintenant. Bon, il est 20h31, on est censé finir à 20h30, donc on va juste finir ce QCM le plus rapidement possible. Je sais pas, Mélissa et Raël, n'hésitez pas à me dire si on peut déborder un tout petit peu ou pas. Mais du coup, ouais, à votre avis, quels items sont vrais ou faux? J'ai CE dans le chat. ACE, ok. Bon, CE, ça met à peu près tout le monde d'accord. On va voir si vous avez raison. Pardon. CE, bah, c'est ça. Encore une fois, bravo Ilona. Euh, bravo aussi à tous, hein, globalement. J'imagine qu'il y en a plein qui ont trouvé, mais qui l'ont juste pas mis dans le chat. Alors, premier item, le cytosquelette est responsable du mouvement cellulaire. Alors, c'est vrai, encore une fois, c'est grâce à tout ce qui est bah, microtubules, microfilaments d'actine, tout ça. Enfin, c'est Zachary qui vous en a parlé, donc voilà. Ensuite, l'item B, il est composé de microfilaments d'actine de 7 nanomètres, des filaments intermédiaires de 25 nanomètres et les microtubules mesurant 10 nanomètres. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pourquoi cet item est faux? Ouais, c'est ça. Les microtubules, c'est eux qui font 25 nanomètres. Mettez-vous en tête que les microtubules, c'est les plus gros. Donc 25 nanomètres, voilà, microtubules. Donc c'est faux. Ensuite, item C, l'endosome est créé par l'endocytose, qui est l'internalisation des éléments extracellulaires à l'extérieur de la cellule. Donc ça, c'est vrai. Encore une fois, Zachary vous l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc endocytose, donc la membrane plasmique qui s'invagine pour l'internalisation des éléments. Voilà. Ensuite, item D, les lysosomes contiennent des hydrolases acides qui agissent autour d'un pH de 1. Pourquoi est-ce que c'est faux? pH 5. Ouais, dites-vous que pH de 1, c'est quand même vachement acide. Ouais, c'est quand même 5, c'est bien plus, enfin, proche de 7 quand même. Que 1, ça fait. Donc, c'est faux pour ça. Ensuite, item E, les lysosomes permettent la destruction de certains organismes cellulaires. Alors ça, encore une fois, c'est vrai. C'est, encore une fois, marqué dans le cours, hein, ils ont un rôle de détoxification, il me semble. C'est marqué comme ça. Voilà. Donc, ensuite, pour les éléments à retenir, le rôle de l'endosome, il accepte les vésicules issues ou à destination de la membrane plasmique de l'appareil de Golgi et des lysosomes. Il a un rôle d'internalisation, bon, ça on l'a vu. Le rôle du lysosome, dégradation des éléments endocytés ou phagocytés, comme par exemple les bactéries. Dégradation des organites, voilà, voilà. Euh, organisme ou organite, tu parles du rôle de lysosome? De la question E. Alors, mettre la destruction de certains organismes cellulaires. Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est... Ouais. En fait, ouais. Organisme ou organite. Bon, dans tous les cas, les lysosomes permettent la destruction. Bah, ouais. Je sais Non, pas, mais je t'en penses crois quoi, que c'est Zachary? un peu. Je pense que là, enfin, moi, dans mes souvenirs, un organisme cellulaire, ça existe pas trop. Enfin, on parle plus d'organites cellulaires, non? Ouais. Ah oui, non, ici, les organismes cellulaires, ça va être tout ce qui va être dans la défense immunitaire, notamment tout ce qui est bactéries, etc. Parce que donc, c'est un autre système dans la dégradation lysosomique, mais en gros, c'est les macrophages. Ça peut casser des bactéries. Donc voilà, ça peut permettre la destruction des organismes cellulaires. Et Du la coup, différence Dorian. entre un endosome et un lysosome, en gros, l'endosome, voilà, c'est la vésicule qui va être internalisée. Et le lysosome,
il faut que tu comprennes que c'est un organite qui est très acide et qui va tout dégrader. Et en fait, ton endosome et ton lysosome, ils fusionnent ensemble pour former l'endolysosome. Et du coup, en gros, c'est la fusion des deux dans l'endosome, tu as le contenant, et dans le lysosome, tu as toutes les enzymes qui vont tout hydrolyser, et ça permet de faire la digestion. Donc là, on passe au QCM 7. Ça peut vous rassurer, il en reste deux. Donc au moins, on aura un petit peu dépassé, mais au moins, vous aurez une bonne idée de quel type de QCM peut tomber au concours et surtout de l'exigence, parce qu'il y a quand même quelques trucs qui sont un peu fourbes. Je vous laisse réfléchir pour celui-là. Très longtemps, encore une fois, parce qu'on a pas trop le temps, mais voilà. Alors, je vous laisse mettre dans le chat, du coup, enfin, quel item vous pensez être vrai. Ok, BDE. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? Pas tous à la fois. Ah, ok. BD. Ok. Bon, BD, ça met un peu tout le monde d'accord. En tout cas, Sarah et Salma. Euh, BD, bah ouais, c'est ça. Les deux sont vrais. Avec la E en plus, donc on va voir ça. Les peroxysomes fabriquent du peroxyde d'hydrogène sain pour le corps. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi celle-là, elle est fausse? Oui, c'est pas sain. Le peroxyde d'hydrogène, c'est un. Je lis la question en même temps. Mais le peroxyde d'hydrogène, oui, c'est quelque chose qui est fait pour détruire des. Encore une fois, enfin, ouais, qui est fait pour détruire. Donc, c'est pas ça, non, effectivement, non. Si vous avez du peroxyde d'hydrogène dans votre sang, faut s'inquiéter, quoi. Euh, les peroxysomes sont très présents dans les cellules hépatiques et rénales. Ça, c'est vrai. On l'a vu tout à l'heure. Encore une fois, dans la slide peroxysome. Ensuite, les vacuoles contiennent des grains de sécrétion provenant du réticulum endoplasmique. Est-ce que quelqu'un sait me dire pourquoi c'est faux? Déjà, les vacuoles, c'est un organisme qui est pour les cellules végétales. Et si je me trompe pas, Zachary, n'hésite pas à me rectifier, mais il me semble pas ouais, que les vacuoles contiennent des grains de sécrétion. Enfin, il me semble pas que ce Bah, soit... en fait, dans la slide, il y a marqué qu'ils en ont, mais je crois que ça ne provient pas du réticulum endoplasmique, en fait. Je Ok, pense que c'est là que ça vient pas. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, parce que le prof ne parle vraiment jamais des vacuoles, et encore moins, vous allez avoir des QCM sur ça. Vous allez avoir des QCM parce que vous avez tous les organismes de la cellule qui sont beaucoup plus importants, donc vous prenez pas la tête avec des vacuoles, vraiment. ouais. C'est assez étrange d'ailleurs enfin, qu'on ait un petit... Enfin, comment dire, qu'on parle de vacuoles parce que, ouais, encore une fois, de tous les entraînements que j'ai pu faire, j'ai jamais vu de QCM sur les vacuoles, donc vous inquiétez pas. Mais bref, encore, l'item B, ça parle encore des vacuoles, mais les vacuoles jouent un rôle important dans l'homéostasie cellulaire par leur rôle de stockage. Alors, bah, c'est vrai, encore une fois, c'est pour les plantes, donc bon, voilà, au moins vous le savez. Item E, le système endomembranaire contient le noyau, le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi. Ça, c'est vrai, bah, encore une fois, c'est Zachary qui vous en a parlé. Donc voilà, rien de plus à dire. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Le rôle des peroxysomes, du coup. Donc la détoxification, avec encore une fois le peroxyde d'hydrogène qui n'est pas sain pour l'organisme, hein, il permet juste de détoxifier. La synthèse de certains lipides, oui, notamment ceux qui sont plus longs et plus... Enfin, ça, vous allez voir ça en biochimie. Ok, ensuite le rôle des vacuoles, stockage et maintien de la composition et homéostasie cellulaire. Ça, c'est ok. Dernier QCM, courage. Je sais qu'il est 20h41, mais c'est le dernier, promis. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Est-ce que quelqu'un aurait une idée, du coup, de l'item pourrait être vrai ou faux? ACD pour Jessica. ACD, CD, ACD. Ouais.
Bon, ACD, c'est quelque chose qui revient à peu près régulièrement. On va voir si vous avez raison. Eh ben, vous avez raison. Comme quoi, en vrai, ouais. Euh, ok. Donc, la membrane plasmique a un rôle d'adhérence avec la matrice extracellulaire. Alors, c'est vrai, hein, de toute façon, vous l'avez à peu près tous trouvé. C'est encore une fois marqué dans le cours. De toute façon, on ne va pas trop déblater là-dessus. La membrane plasmique est formée d'une monocouche lipidique. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi cet item est faux? C'est une bicouche, exactement. Tout à fait. Alors ensuite, pour l'item C, la membrane plasmique délimite le milieu extracellulaire et intracellulaire. Bon, jusque-là, je pense que ça étonne personne. Donc, elle est vraie. Ensuite, item D, la membrane plasmique permet les échanges entre ces deux milieux. Encore une fois, c'est vrai, c'est marqué dans la slide de la membrane plasmique. Voilà. Ensuite, dernier item, la membrane du réticulum endoplasmique est en continuité avec la membrane plasmique. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est faux? Non, la membrane du réticulum endoplasmique, elle est en continuité avec, comment dire, la membrane du noyau. Enfin, comment on appelle ça? La, ouais, c'est ça, la membrane nucléaire. L'enveloppe nucléaire, voilà, j'avais plus le nom, pardon. Donc, non, elle n'est pas en continuité avec la membrane plasmique. Si vous avez le schéma d'une cellule, enfin des organites d'une cellule dans la tête, vous voyez bien que le réticulum endoplasmique, il est plus au niveau du noyau qu'au niveau de la membrane. Donc oui, il est en continuité avec la membrane nucléaire, l'enveloppe nucléaire plutôt. Voilà, donc pour la dernière slide, quel est l'élément important à retenir de ce QCM? Donc le rôle de la membrane plasmique, elle a un rôle évidemment de délimitation entre le milieu intra- et extracellulaire, un rôle d'absorption et d'échange et un rôle d'adhérence, pardon, à la matrice extracellulaire. Voilà, voilà. Bon, bah, c'est fini. En tout cas, c'est le dernier QCM pour ce cours. Vous avez été courageux d'être arrivé jusque-là, franchement, parce qu'il est 20h44. Donc, on a tous sommeil, je pense. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. En attendant, bah, je pense que s'il n'y a pas de questions, c'est fini pour moi. Je ne sais pas si Raïl ou Mélissa, vous êtes là. Oui, je suis là. Merci beaucoup, Maëlys. Ok, super. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Mais du coup, si vous avez des questions, je vais rester encore un petit peu. Donc, des questions méthodologie ou peu importe. Et sinon, ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Maëlys, de quoi tu parles quand tu dis qu'il y a une visio des 5 filières MMOPK? Est-ce que t'es à Albi? Parce que- Non, je suis sur Rodez. D'accord. Et vous avez une réunion de la fac demain? Oui, c'est ça, à 18h en même temps que les introductions que vous faites. Ah ok. Bon, ben on ne savait pas, mais dans tous les cas, les cours ils sont rediffusés sur YouTube après. Donc je sais pas trop quand on va les poster, mais tu pourras quand même suivre le cours. Là, je l'ai enregistré, puis on l'enverra, on le mettra sur la chaîne YouTube du tutorat. D'accord, ben ça marche, merci beaucoup. Plaisir, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, Raph, je viens de voir ton message. C'est totalement normal. Le but d'une pré-rentrée, c'est qu'on va vous donner un aperçu global de la matière, mais il faut pas oublier qu'on vous donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations d'un coup, et que ça fait vraiment beaucoup quand vous avez eu aucun cours avant, que vous n'avez pas vraiment de base. Ça peut être compliqué, mais ne t'inquiète pas, les cours, ils vont aller crescendo. Là, on vous a fait une introduction avec plein de trucs à la fois. Mais en cours, vous allez voir ça beaucoup plus doucement. Et vous avez aussi les visios de la fac avec des profs qui vous expliqueront aussi certaines notions de cours. Et tu verras que quand tu visionneras les capsules vidéo, que tu feras un peu étape par étape, ce sera beaucoup plus clair dans ta tête. Là, vraiment, le but, c'est de vous donner un aperçu global pour que vous sachiez à quoi vous attendre et surtout que vous ayez un peu une idée de ce que représentent les cours de la mineure santé.
Et ne t'inquiète pas, ça fait le même effet à tout le monde, vraiment, quand on débarque et que on connaît pas, surtout qu'on vous donne vraiment beaucoup d'infos. Donc voilà, c'est totalement normal. N'hésite pas à revoir les cours de façon plus posée et peut-être revoir les vidéos après ou quoi. Et faire des QCM, parce que c'est en faisant des QCM que tu ancres bien les notions dans ta tête. Mais t'inquiète pas, ça va devenir de plus en plus clair au fur et à mesure. Et puis surtout, si tu as des questions, n'hésite pas à aller déjà à les poser sur le Discord. On vous a fait des sections par matière, donc vous pouvez aller poser vos questions là-bas. On va organiser aussi, après l'ouverture de vos cours, des permanences. Donc en fait, le principe des permanences, c'est que donc, ça va se passer sur Discord et vous allez avoir les RM et les tuteurs, donc par exemple ceux qui vous ont fait cours aujourd'hui, qui seront dans chaque section de matière du Discord en audio. Et vous pourrez rejoindre et soit poser vos questions sur le chat, soit les poser en audio du coup. Et du coup, ils vous répondront. Et aussi, donc comme j'ai dit, il y a le forum où vous pouvez poser vos questions. Et sur le forum, vous pouvez avoir des réponses assez rapidement parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des gens qui se couchent très tard, d'autres qui se lèvent très tôt. Donc, vous êtes quasi sûr d'avoir une réponse très rapidement. Et il y a aussi des permanences des RM et des tuteurs sur le forum. Donc, en général, vous allez avoir une réponse assez rapidement. Merci, bonne soirée à toi aussi. Je vois que du coup, il y a encore 4 personnes dans le Zoom. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, on va arrêter la visio parce qu'il commence à se faire un petit peu tard. Je suppose que vous avez aussi envie d'aller manger, dormir ou je sais pas. Et aussi, en vrai, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le chat. Si vous voulez prendre la parole directe, c'est possible aussi, si jamais.